Bonjour, bienvenue dans l'épisode 3 de cette chaîne Pleine Conscience. Je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant et qui, encore une fois, concerne absolument tout le monde, c'est l'obéissance à l'autorité. Alors, bien sûr, est-ce que déjà, vous pensez, en regardant la vidéo, que nous sommes tous capables de résister à une autorité? Et quel est le poids que l'autorité peut avoir sur nous? Alors quand on demande, spontanément à des gens: «Est-ce que vous êtes capable de résister à une autorité?» généralement les gens répondent: «Ben oui. Oui, oui, bien sûr, oui, oui, je suis capable, bien évidemment, je sais m'opposer, je sais dire non, j'ai ma liberté de conscience», et cetera. Et on mesure assez mal le poids que l'autorité peut avoir sur nous. En tout cas, on le minimise énormément. Donc, en fait, l'autorité déjà, qu'est-ce que c'est? Pour définir un petit peu les choses, c'est la reconnaissance d'une domination, d'un pouvoir, en tout cas sur nous. Ça peut être fondé sur déjà la compétence. On s'en rend pas toujours compte, mais par exemple, quand on va chez le médecin, on va obéir à son médecin. Il nous fait une ordonnance et on va prendre les médicaments qu'il nous a donnés à l'heure qu'il nous a donnée, sur la durée qu'il nous a prescrit. On obéit pourquoi au médecin? Parce qu'on lui reconnaît une compétence que nous n'avons pas, c'est-à-dire d'avoir, la connaissance de la médecine, d'être en capacité de nous soigner. Il y a plusieurs corps professoral comme ça, plusieurs professionnels à qui on obéit parce que on leur octroie une compétence que nous-mêmes, nous n'avons pas. Après, l'autorité, elle peut être aussi fondée sur la force ou sur l'ordre social. Sur la force, c'est forcément, imposer son autorité par la force physique ou mentale, et là encore, voilà, ça c'est des rapports de force qu'on peut observer entre des individus dans la société. Et sur l'ordre social, tout simplement, c'est la société qui est établie de telle sorte qu'il y a des individus qui sont subordonnés à d'autres et c'est, institué comme ça dès l'enfance. Déjà, quand on est enfant, alors il y a plusieurs types d'autorité, mais on intègre l'autorité depuis qu'on est tout petit. Quand on est enfant, on est déjà soumis à l'autorité parentale. Nos parents, on parle déjà l'autorité parentale, c'est quelque chose d'institué dans la loi. On obéit à ses parents. Cette autorité-là, elle est même socialement valorisée. Un enfant obéissant va être un enfant récompensé pour ça et en tout cas mis en avant. Ensuite, il y a l'autorité dans le cadre scolaire et puis professionnel. Dans un cadre scolaire, on reconnaît une autorité légitime à l'enseignant. Pareil pour son patron, pour son cadre, qui nous dit nos horaires de travail, notre cadre institutionnel et à qui on va obéir. Après l'institution, oui, on a des institutions auxquelles on obéit et une autorité d'État, c'est l'autorité légitime. Il n'y a que l'État qui a l'usage de la force légitime avec nos forces de l'ordre, etc., auxquelles on obéit. Évidemment, je ne sais pas vous, mais moi la première, quand je croise un flic et qu'il me demande de stationner, j'obéis, je me gare, je présente les papiers qu'il me demande et je le fais sans sourciller parce que j'accepte cette autorité-là et je m'y soustrais, tout simplement. Alors, je vais vous parler d'une expérience, qui va, je pense, certainement vous interpeller, qui est très, très connue. Vous la connaissez peut-être pas, mais elle est vraiment connue, c'est l'expérience de Milgram. Alors en fait, Milgram a fait une expérience, aux États-Unis, c'est à l'université de Yale, donc c'est pour poser un petit peu le contexte institutionnel. Il a posté une petite annonce pour, inciter les gens à participer à une expérience. Le but, sur la petite annonce était, marqué comme tel, c'était de mesurer l'effet d'un choc électrique sur la mémoire. En réalité, c'est pas le but poursuivi. Le but poursuivi était de mesurer le degré d'obéissance des personnes. Alors, les gens ont postulé, hein, voilà, ils ont été, recrutés pour cette expérience et on les a mis en présence. Donc on a dit: «Vous êtes 2 personnes», sauf que sur les 2 personnes choisies, il y en a une des 2, c'était un complice, de l'expérience. Donc il n'y a qu'un seul sujet qui est naïf, mais le sujet naïf, bien sûr, ne sait pas que le deuxième est un complice. On les soumet à un tirage au sort en disant: «Voilà, un de vous 2 va être, l'élève, un de vous 2 va être, l'enseignant».
bien sûr, le tirage au sort est truqué de telle sorte à ce que le complice soit élève et que la personne, le sujet naïf, soit enseignant. Donc le sujet naïf n'en sait rien, il tire au sort, il est enseignant et à ce moment-là, on les installe dans 2 pièces différentes avec une cloison vitrée au milieu. Donc l'enseignant voit l'élève à travers une cloison vitrée, mais ne l'entend pas. Ensuite, on va, attacher l'élève sur une chaise électrique avec des électrodes sur son bras. Mais c'est pas la chaise électrique, comme on voit pour la mise à mort, hein, c'est pas ça. Mais c'est en fait une chaise sur laquelle il est attaché, il ne peut pas, se lever et on met des électrodes, sur son bras. Voilà et ensuite, on va mettre, l'enseignant devant un tableau de manettes et dans ces manettes, ce sont des manettes pour attribuer des chocs électriques et elles sont graduées de 15 à 450 volts. Alors si on s'y connaît un petit peu en électricité, on sait que 450 volts, c'est un choc très important, même mortel. Et sur ces manettes, il y a des mentions, il y a des petites étiquettes. La première, il y a marqué choc léger, puis choc modéré, choc fort, choc très fort, choc intense, extrêmement intense, choc dangereux et sur la dernière, il y a 3 croix rouges pour inciter, potentiellement le décès de la personne. Le principe est simple, on va donner, à l'enseignant une série de mots qui sont associés à des adjectifs, comme par exemple ciel avec l'adjectif bleu. Et il y en a 30 et l'enseignant doit les dicter à l'élève, les lui dire oralement et l'élève doit les retenir. Ensuite, on va présenter à l'élève un mot, comme par exemple ciel, et il doit retrouver l'adjectif qui était associé, donc bleu. Et ça pour les 30 mots suivants. À chaque fois que l'élève commet une erreur, le moniteur doit infliger un choc électrique et il doit mettre des décharges de plus en plus fortes sur la graduation des manettes. Voilà l'expérience. Et on dit, on va voir à quel degré le choc électrique est efficace sur la mémoire. Donc l'élève s'exécute. Alors le compère qui est l'élève a pour consigne à 75 volts, il gémit. À 120 volts, il pousse un cri. À 150 volts, il indique un refus de continuer. À 270 volts, il pousse un cri d'agonie et à 300 volts, il émet un râle et il ne répond plus. Et donc, on mesure, à quel moment le complice qui pousse les manettes va s'arrêter. Donc là, maintenant que vous avez ciblé un petit peu le contexte de l'expérience, il y a une question qui se pose. Est-ce que vous continueriez jusqu'au bout? Est-ce que vous iriez jusqu'à la dernière manette? Je pense que là, à ce stade-là, les réponses, sans vous avoir, en face, sont assez unanimes. C'est, «Ben non, clairement non, je ne ferai pas ça à quelqu'un, ça va pas bien, non mais elle est folle, n'importe quoi, non, bien sûr que non». Effectivement, Milgram a fait la même expérience. Il est allé dans la rue et il a demandé à des personnes, à plusieurs groupes, alors à des personnes de tous milieux sociaux, favorisés, défavorisés, à vraiment à tous milieux sociaux, tout âge, hein, tous sexes confondus et il a posé cette question-là, il a expliqué l'expérience, il a posé cette question-là: «Est-ce que vous continueriez jusqu'au bout?» et à part un mini pourcentage de cas psychiatriques pathologiques, il est tombé sur un 100 de oui. À part un pervers, notoire, reconnu par la psychiatrie qui a vraiment un problème, mental, hein, voilà, sinon tout le monde répond: bien sûr que non, 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 je ne continuerai pas jusqu'au bout. Bien oui, je m'arrêterai, de tôt dans l'expérience». Voilà et après, il a fait réellement l'expérience. Alors bien sûr, ce n'était qu'une expérience fictive, évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais les chocs électriques n'étaient pas réels, bien évidemment et voilà le résultat d'expérience. Alors, il faut savoir que dans l'expérience de 1000 grammes, 62 des sujets obéissent jusqu'au bout. Et ça a scotché tout le monde dans la sphère scientifique. Ça a été un tollé parce qu'on s'est dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a mis en lumière? En réalité, il y a une soumission totale de la majorité des gens à un commandement quand on leur donne un ordre. Parce que bien sûr, l'expérimentateur donnait l'ordre d'appuyer sur la manette. Hein. Ce n'était pas faites ce que vous voulez. Vous devez le faire, vous n'avez pas le choix.
Donc, en gros, ça met en lumière que la majorité des gens n'ont pas la force de résister à une pression et à une autorité. Quand ils sont dans un certain contexte, bien sûr, l'individu est seul dans une pièce. Si on met des individus en groupe, il y aura beaucoup plus de résistance déjà dans un groupe parce que ça va fédérer les individus. Là, l'individu est seul dans l'expérience. Ensuite, la personne est soumise à un commandement dans un cadre qui est l'université de Yale, qui est un cadre institutionnel puissant, reconnu pour être des gens qui ont une autorité naturelle. Quand je parlais de compétence du médecin, la compétence du chercheur, c'en est une aussi. Le fait d'être un chercheur reconnu à l'université de Yale, ça donne un pouvoir institutionnel qui est important. Donc, en fait, ça met tout simplement en lumière que des gens «normaux» entre guillemets, des gens qui ne j'entends par normaux des gens qui ne sont pas malades sur le plan psychiatrique, qui n'ont pas une perversité avérée comme vous et moi, on n'est pas des malades psychiatriques chroniques, peuvent être amenés à abdiquer mais toute conscience personnelle et toute morale personnelle au profit d'une obéissance qui émane d'un ordre supérieur. Donc ça vraiment, ça dit beaucoup des individus et des êtres humains que nous sommes. Alors l'analyse qu'on peut en tirer, parce que le tout, c'est pas de mettre en lumière, c'est d'en tirer, une analyse bien sûr et de comprendre maintenant ce qui se passe. Déjà des facteurs psychosociaux. Alors, l'intériorisation, c'est qu'on entre dans la vie en étant déjà dans un état de subordonné. Tant qu'on n'est pas dans la majorité, déjà, on est des subordonnés. On n'a pas les mêmes droits qu'un adulte. On n'a pas le droit de vote, on n'a pas le droit de conduire, on n'a pas le droit de trouver un travail, de prendre un appartement, d'avoir son propre compte bancaire. Alors oui, on peut, mais pas de la même façon qu'un adulte, hein, avec une carte de paiement, etc. Enfin bref, on n'a pas les mêmes droits tant qu'on n'a pas accédé à la majorité. Donc, on est dans un état de subordination sociale. Subordination à ses parents, mais aussi subordination sociale par ses droits. Ensuite, on va pas alors Milgram a mis en place des concepts qui peuvent paraître, être des mots compliqués, mais en réalité, ça dit des choses très simples. L'état agentique, c'est en fait comment on intègre la hiérarchie et ça nous amène une perte de responsabilité. C'est-à-dire que dans cette situation-là, l'état agentique, c'est de dire: «C'est pas ma faute, c'est lui qui m'a demandé de le faire» et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la société, même chez les enfants. «Pourquoi tu as fait cette bêtise?» «Mais c'est pas moi, c'est lui, il m'a dit de le faire» et «Oui, mais c'est machin, m'a demandé de» et ça, c'est même reconnu pénalement. C'est-à-dire que, la personne qui va passer à l'acte, commettre un acte délictueux, le jour où elle va être jugée à un procès, on va dire: «Oui, mais est-ce qu'il y avait une subordination de quelqu'un?» et on va parler de commanditaire. Il y a des gens qui peuvent commanditer un meurtre, commanditer un cambriolage. Je n'ai rien fait, mais par contre, j'ai dit à lui d'aller, braquer la bijouterie d'en face et donc en tant que commanditaire, je suis pénalement responsable. Donc c'est pas rien si, la loi et la justice reconnaissent cet état, de commanditaire. Donc l'état agentique, c'est de perdre la responsabilité en disant: «Mais ce n'est pas moi, moi je ne voulais pas le faire. Moi je ne suis pas responsable. La responsabilité, c'est lui qui l'endosse parce que c'est lui le chef reconnu, c'est lui le chercheur, c'est lui le responsable et lui en tant que responsable, c'est sa faute à lui et pas la mienne». Voilà, donc on se dédouane de la responsabilité de ses actes et la syntonisation, pareil, ça paraît un mot compliqué, mais c'est très simple. C'est en fait que le sujet est complètement focus sur les ordres qu'il reçoit et il focalise toute son attention là-dessus et il est très peu focalisé sur ce qui vient de l'extérieur. La personne va occuper toutes ses pensées donc la personne, qui lui donne les ordres, elle occupe tellement toutes ses pensées qu'il ne pense plus à rien d'autre et donc ça va annuler toute sa conscience personnelle. En fait, ça va un peu la mettre comme en sommeil et il se réveillera plus tard. Donc sur le moment, il est dans cet état de syntonisation, c'est-à-dire que, il réfléchit plus en fait et il n'écoute que la personne qui lui donne des ordres. Après, on peut expliquer par des facteurs contextuels. C'est la légitimité, j'en ai parlé tout à l'heure, la légitimité du lieu. Alors Milgram a refait son expérience
dans un appartement délabré, dans un quartier défavorisé, en le présentant comme une expérience, privée de quelqu'un qui n'était pas du tout connu et là, le taux d'obéissance, il tombe à 48. Donc effectivement, ça augmente quand le lieu est, connu, que c'est à Yale et que c'est un chercheur reconnu par l'institution scientifique. Et après, la proximité de la victime joue aussi. Si, l'élève si l'élève je rappelle qui est sur la chaise et qui reçoit les chocs, hein, est mis dans la même pièce que, l'enseignant, c'est-à-dire le sujet naïf à qui on demande, en donnant des ordres, d'appuyer sur les manettes, s'ils sont mis dans la même pièce et qu'ils se voient, qu'il y a un contact visuel entre les 2, l'élève va beaucoup moins loin. En revanche, quand si l'élève n'entend pas si le maître n'entend pas les cris, il va plus loin et s'il ne voit pas qu'on met un store sur la paroi, là, il va quasiment tout le temps jusqu'au bout parce qu'il se rend beaucoup moins compte de ce qu'il fait. Voilà, donc ça, c'était pour la partie analyse et évidemment, on peut en conclure toute toutes les conséquences de cette expérience-là. Déjà, la conclusion première, c'est qu'on a tous et toutes en nous une possibilité d'obéissance poussée à l'extrême. On pourrait nous faire des actes inhumains dans un certain contexte. C'est très important à comprendre et on a eu des précédents dans l'histoire. Moi, je pense souvent à la Deuxième Guerre mondiale. Notamment, je me suis souvent posé la question de comment c'est possible que des êtres humains aient appuyé sur le bouton des chambres à gaz pour gazer d'autres êtres humains. Comment c'est possible, à moins qu'ils soient pervers, malades, hein, mais comment c'est faisable? Et en fait, ça s'explique. Voilà, ça s'explique par justement par cet état agentique où on les a dédouanés de responsabilité, ce n'étaient que des exécutants et pas des preneurs de décision. Donc le fait que l'armée ait une hiérarchie permet ça, justement, en disant: «Mais c'est le chef qui a décidé que je ne suis pas responsable». Et effectivement, le fait qu'ils n'étaient pas dans la même pièce, qu'ils ne voyaient pas les gens, que les pièces étaient fermées et qu'ils ne voyaient pas les conséquences, faisait qu'ils appuyaient sur les boutons et ça s'explique vraiment et du coup, je peux le comprendre maintenant. Mais, et savoir aussi une chose qui est assez effrayante, c'est qu'on pourrait tous et toutes être, des auteurs de choses atroces. Donc ça, c'est vraiment important de savoir en se disant: «Ben oui, OK, je suis un être humain et non, je ne suis pas infaillible et oui, je suis, perméable à l'autorité». Après, il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a aucune adhésion personnelle à la tâche qui est demandée. À moins, voilà, d'être malade, personne ne n'est dans l'adhésion d'aller faire, du mal à autrui, d'aller lui infliger des chocs électriques jusqu'à la mort, personne n'a ça en lui. Donc il n'y a pas d'adhésion personnelle et profonde à ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout aligné. On reparlera d'alignement. L'alignement, c'est quand je fais des choses qui sont en total accord avec moi-même. Et là, il n'y en a aucun d'accord. Donc ça crée un conflit interne qui est très, très important. Et ensuite, une fois qu'on revient à la réflexion, qu'on a quitté cet état de syntonisation justement et qu'on revient à la prise de conscience, là, on a un boomerang énorme en disant: «Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait?» Et à ce moment-là, les conséquences psychologiques, elles sont dramatiques. Ça peut aller jusqu'au suicide, de quelqu'un qui a commis un acte atroce et quand il en prend conscience de dire: «Mais mon Dieu, mais je suis un être ignoble et je vais me foutre en l'air». Après, au-delà de ça, dans la vie de tous les jours, on peut se rendre compte d'une chose, c'est qu'on a cette possibilité d'obéissance en nous. Là, bien sûr, c'est poussé dans une expérience extrême, mais au quotidien, on est dans l'obéissance, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. On se lève le matin, c'est pas forcément en totale adhésion avec nous-mêmes. C'est parce que mon employeur veut que j'embauche à 8 heures et donc je dois me lever à 6 heures du matin, même si moi, ce n'est pas quelque chose qui émane profondément de mon envie et de mon désir personnel. Je le fais. J'arrive au travail et on me donne des tâches à faire au cours de ma journée. Pareil, je ne suis pas dans la totale adhésion, mais je le fais parce que mon employeur me l'a demandé. Et on va être comme ça dans une succession d'obéissance au quotidien, dans laquelle on n'a pas une adhésion profonde, mais ça va quand même générer du conflit interne. Alors certes, moins violent, bien évidemment, mais les conséquences psychologiques sont quand même bien, bien présentes. Et c'est ce dont on parlera prochainement. La semaine prochaine, je parlerai de l'obéissance librement consentie, qui est un sujet assez complexe, et on en parlera la prochaine fois.
Donc bien sûr, vous pouvez, vous abonner, liker, partager avec grand plaisir. N'hésitez pas à faire part de vos retours, et donc je vous souhaite beaucoup de bonheur pour la semaine à venir et à très, très bientôt. Bye bye.